On se retrouve pour une nouvelle prophétie du Saint graphique. J'ai tellement forcé avec mes lectures, d'abord considérées comme étant des apocryphes du Saint graphique, mais qui seraient peut-être les bonnes lectures du Saint graphique. Alors vous vous rappelez de la prophétie qui donne Mélenchon gagnant face à Le Pen dans une sorte de 2002 à l'envers, c'est-à-dire comme en 2002 une diabolisation d'un extrême ou quelqu'un considéré comme extrême, on va dire à l'époque Jean-Marie Le Pen et aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, qui arrive au deuxième tour par surprise, malgré des sondages souvent défavorables et qui considèrent qu'il aura moins de points que ce qu'il aura réellement parce que les gens n'assument pas forcément de voter pour la personne diabolisée. Et puis, à l'issue d'un second tour serré, Mélenchon qui trouve au final l'antifascisme des Français et leur volonté d'un projet de transformation sociale et qui arrive à devenir président de la République en 2027. C'était en gros la prophétie rapportée par l'apôtre Chris d'Opposition Revue il y a maintenant un an. Cette prophétie commence à s'affiner, on voit des nouvelles personnes arriver, notamment la personne de François Hollande, qui pourrait peut-être prendre la place de Boris Vallaud dans la prophétie, notamment à la faveur d'une crise politique où François Hollande arrive comme quelqu'un qui peut se placer au-dessus des partis, un ancien président, quelqu'un qui a été dans la lutte antiterroriste, des choses comme ça. On en a parlé aussi dès mai 2025 de cette possibilité, mais cette possibilité fait son chemin, et moi j'y crois de plus en plus, et donc on va vous proposer une nouvelle prophétie du Saint graphique, une prophétie annexe, parce qu'il peut y avoir plusieurs futurs possibles. Hein. Nous ne sommes pas déterministes, qu'on considère qu'il y a plusieurs futurs possibles. On va vous proposer un futur possible, un futur même probable aujourd'hui avec Chris. Chris nous a préparé tout ça. Chris, comment ça va ? J'allais dire ça va, par habitude. Mais tu sais bien que je suis tout chamboulé. Tu viens de dire qu'on avait, tu nous avais rabattu les oreilles avec ce François Hollande. Alors j'ai été obligé de manipuler le livre du Saint graphique. Et je suis très inquiet parce que j'ai l'impression qu'un déraillement dans la prophétie est en train de se passer. Pour ceux qui ont la ref, on utilise souvent la référence à l'œuvre d'Isaac Asimov, Fondation. Je t'en ai déjà parlé, pas dû. Je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Alors que moi, je l'ai pas. Mon frère me l'a offert en me disant il faut que tu lises ça, tu vas aimer et tout. Ah bah c'est vraiment le graphique, ça m'inspire. C'est vraiment très bien. Oui, je suis sûr que c'était vrai. Et en fait, Harry Seldon, pour ceux qui veulent le lire, je vous fais le pitch, invente la psychohistoire, c'est-à-dire une science basée sur les maths et sur, en fait, il considère qu'on ne peut pas prévoir chacun des mouvements individuels, mais on peut prévoir les grandes masses et donc on peut prévoir l'avenir, ça s'appelle la psychohistoire. Et il prévoit la chute de l'Empire et il dit, maintenant qu'on connaît la chute de l'Empire, on va faire une fondation pour empêcher que ce soit le chaos. Et au lieu d'avoir un chaos de 10 000 ans, il n'y aura qu'un chaos de 1000 ans. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on fait nous avec la prophétie. Moi je me prends un peu pour Harry Seldon. En plus, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a un mix avec Mélenchon, c'est qu'il apparaît en hologramme Harry Seldon dans le... Tu vois, enfin bon bref, il y a tout un truc. Et pour ceux qui connaissent, dans le deuxième tome, qui s'appelle Fondation et Empire, apparaît un personnage qui s'appelle le Mulet. Et en fait, il n'est pas soumis à la prophétie. C'est un personnage un peu à part, un peu bizarre. Et il peut faire dérailler les prophéties d'Harry Seldon. Et j'ai l'impression que François Hollande est ce fameux mulet qui, depuis le début, nous n'avons pas vu, est en train de faire dérailler François Hollande. Alors j'ai tout repris, etc. Et je me suis dit, effectivement, peut-être qu'il y a un multiverse ouvert par François Hollande. Là, on rigole un peu. C'est ça qui est intéressant, mais on va montrer qu'il y a quand même une chose de fond. Je vais d'abord vous montrer un article par rapport à ça. Effectivement, rien n'est jamais prévu en histoire, surtout les protagonistes, etc. Ce qui se passe aujourd'hui est vraiment fondamentalement ce qu'on a dit nous, la moïsation, ça vous le voyez, l'explosion, la diabolisation. La moïsation, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le fait que le centre s'effondre et qu'il y a une vraie gauche et une vraie droite qui réémergent, alors qu'avant il y avait une alternance droite-gauche qui au final était juste du néolibéralisme un peu classique. Une nouvelle forme de gauche et une nouvelle forme de droite. Ce qu'on a dit, c'est que la droite aujourd'hui était consensuelle, l'extrême droite, le bloc de droite devient autour du pacte raciste, libéral, hiérarchiste, voilà, entre du Milei, du Trump, voilà, du Meloni, enfin tout ça commence à être très cohérent. Il y a très peu d'affrontements idéologiques quand on y regarde bien. Par contre, dans le bloc de gauche, on ne sait pas trop ce qui est en train de se recomposer. Et là, vous voyez la vraie bataille à gauche. Et ce qu'on appelait, nous, on le savait, la diabolisation de la gauche de rupture, qui sera appelée extrême gauche. Voilà, et vous entendrez extrême gauche pour la FI. Ça, on l'avait prophétisé, ça se passe aujourd'hui. Non, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la disparition du bloc central et la division de la droite pourraient nous envoyer un vrai 2002 à l'envers. C'est-à-dire... Vous vous rappelez ce que c'était ? On va le regarder, la configuration de 2002. L'explosion des partis de gauche pour avoir la droite républicaine, la droite de notables, voilà, Chirac, et l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. Et bien là, ce que nous a dit le mulet François Hollande et tout ce qu'il essaye de faire, etc., la disparition de centre, l'éparpillement à droite,
il est possible qu'on ait un deuxième tour vraiment 2002 inversé avec François Hollande contre Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour de 2027. Ce n'est pas impossible, c'est pas un problème, et on aurait réellement un 2002 totalement inversé, c'est-à-dire un bloc de gauche. Et pour comment il va faire ça, on va regarder sur François Hollande. Il essaye aujourd'hui de capter le bloc central, beaucoup plus que ce que fait Valo, beaucoup plus que voulait Faure. Il s'en fout des noisettes et il va aller chercher à fond d'être une forme de Macron 2017, quelque chose comme ça, d'être une espèce de truc gloubi-boulga et parier sur l'explosion à droite. Donc il y a une possibilité que l'affrontement final, le duel absolu, ne soit pas au premier tour, mais au deuxième tour. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Ça me fout déjà un peu les poils. Et en vrai, alors à la fois, je suis pas sûr que ce soit très bon pour nous, quoique ça m'étonnerait qu'il gagne avec 82% comme Chirac, hein, parce que Hollande, je vois quand même mal des gens d'extrême droite aller voter Hollande pour empêcher la France insoumise, tu vois. Il y en aura des castors d'extrême droite, mais je pense que ça se jouera quand même de manière plus serrée. Mais je pense que dans ce cadre-là, ça va être compliqué de gagner, sûrement plus que contre l'extrême droite. Par contre, j'imagine tellement le somme des droitards. T'imagines, c'est possible qu'ils fassent un score, genre qu'ils fassent 55% de l'électorat, mais qu'avec leur division à la con, avec Reconquête, le RN, Horizon, Retailleau, tu vois qu'ils envoient 4 candidats et qu'ils aient 4 candidats à 15%, et que Hollande soit un peu plus haut qu'eux et Mélenchon aussi, quoi. Quel banger. Je vais commencer par un article qui va nous donner un petit peu le fond du fond. Alors vous avez vu comment Hollande, allez voir notre capsule là-dessus, vous avez vu comment Hollande essaye de capter ça, Paduis leur passe en boucle, je suis la République, les extrêmes, là il a chopé le truc, etc. Il essaye d'être le barrage, voilà. Donc là on va regarder, juste pour vous donner un petit peu le contexte de l'explosion de la droite, on va regarder un article du Point, et là on a Frédéric Dabi de l'IFOP, un conservateur absolu qui manipule les sondages mieux que personne, nous dit 58% des électeurs de droite et du centre approuvent l'idée d'une primaire du bloc central. Alors là, vraiment, c'est les noisettes, mais de droite. Vous voyez, c'est certaines idées de l'enfer. C'est à la fois une primaire, donc déjà je déteste, et primaire du bloc central, quoi. Et de droite. Ils sont en train d'avouer que le bloc central, c'est la droite. Hein. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit la même dynamique de primaire impossible qu'on essaye de vendre pour éviter à tout prix les extrêmes, là, comme ils sont en train de dire, voilà. Et en fait, on se retrouve, nous, on fait beaucoup les noisettes de gauche parce qu'on est de gauche, etc. Mais là, ils sont dans la même impasse. Et donc, on voit que, ils sont en train de se dire, il faut qu'on fasse une primaire à droite et au centre, voilà, pour éviter d'avoir le duel Mélenchon-Bardella au second tour ou Mélenchon-Le Pen. La perspective d'un second tour Bardella-Mélenchon obsède tous les états-majors politiques. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est que nous, quand on a commencé à faire la prophétie, tu te rappelles, tout le monde nous riait au nez quand on a dit disait c'est n'importe quoi. C'est impossible qu'il y ait les deux, etc. Mais maintenant, mais c'est fou quand même. Un an après. J'en pars du principe que c'est ça. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on rende à César ce qui appartient à César. Hein. Donc, une idée refait surface, une primaire commune au parti du socle commun, Renaissance, Horizon, Modem, LR et UDI pour désigner un candidat unique. Une nouvelle chimère politique, pas sûre. Alors là, vous avez, c'est aussi débile que la primaire, soi-disant, de Glucksmann à Mélenchon. Alors, il y a mieux, il y a Ruffin qui a dit, aujourd'hui on tourne le 26 février, qui a dit « Je veux une primaire de Poutou à Hollande ». Vous avez vu le niveau, une primaire de Poutou à Hollande. Moi, je me le dis, pourquoi on ferait pas une primaire de Poutou à Bardella pour pouvoir faire qu'un seul tour, en fait, et en fait, ce serait une élection, du coup. Non, mais vraiment, mais n'importe quoi, vraiment, et ces gens-là se prennent pour des politiciens, quoi. Donc voilà, une nouvelle chimère passe sur un sondage IFOP, près de 4000 personnes, révèle que là, alors peut-être qu'on le vérifiera, celui-là, approuve cette démarche, ce chiffre montant à 58% chez les électeurs du centre et de la droite, et dépasse même 80% chez les sympathisants des partis concernés. Donc là, clairement, quand vous voyez ça, c'est exactement quand les mecs ils disent il faut absolument la NUPES, un parti. Là, vous savez que il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de programme, c'est juste de la stratégie bidon. Et donc, à la fin... C'est des sondages bidons, les questions sont bidons. Et tu fais la même chose, tu dis aux gens, au lieu de leur dire est-ce que vous voulez une primaire, tu dis est-ce que vous voulez que tout le monde se regroupe derrière le candidat de votre parti. Ils disent oui aussi, tu vois. Donc en fait, les gens ils disent oui parce qu'ils ont l'impression que ça va les renforcer, mais les gens s'en tapent qu'il y ait une primaire ou pas. Tu vois, personne n'apporte d'importance à ce qu'il y ait une primaire. Les gens, ce qu'ils veulent juste, c'est que d'avoir un candidat qui fait plus de 8%, tu vois. Donc ils se disent si ça permet de faire plus de 8%, c'est bien, tu vois. Mais eux, ils s'en tapent que ce soit Édouard Philippe ou Attal ou Hollande, en fait. Ah ben clairement, et ce qui est très intéressant dans ce sujet-là, c'est qu'en fait, on a vraiment, tu vois, le fond du fond, c'est qu'on a un bloc de droite
très orienté sur Macron en 2022, hein, je le rappelle. Pécresse avait fait 4, il y avait 7 chez Zemmour, enfin qui est plutôt l'extrême droite, tu vois, mais vraiment était très orienté sur Macron. Là, il est en train d'exploser et personne n'a la main. Ni Philippe. Philippe est en danger en tant que maire du Havre et il avait reconditionné le fait de se présenter au fait qu'il soit réélu au maire du Havre, c'est pas gagné. On a Attal. On sait pas trop s'il y va, c'est pas très clair. Et normalement, il se prévoit d'aller après les municipales, mais ça va être la guerre. On a Retailleau. On a Wauquiez qui veut tenter un truc. On a Xavier Bertrand qui veut tenter un truc. On va avoir un Jean Lassalle par-ci, par-là. Donc vraiment, là, on est dans une configuration où, on va le voir, 2002 inversé. Exactement comme la gauche était, on va passer au graphique ensuite, était totalement explosée. Et là, on va avoir une droite et un centre totalement explosés. Donc, un espace pour effectivement des opportunités par les extérieurs, voire quelqu'un qui ramasse la mise en essayant d'être central avec un 15-16%. Voilà. Donc on va passer au graphique si tu veux bien. Donc là on est sur un outil qu'on va utiliser dans cette vidéo, qu'on a déjà utilisé plusieurs fois, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle nous le graphique. C'est un graphique qu'on a développé, notamment Chris, mais aussi d'autres personnes qui travaillent dessus actuellement pour le mettre sur un site internet. Et on vous prévoit des surprises aussi par rapport à ce graphique. Ce graphique c'est quoi ? C'est un axe en abscisse qui va de la gauche, tout à gauche en fait c'est des gens qui n'ont pas de capital et qui vivent totalement de leur travail, et puis tout à droite c'est des gens qui vivent plus de leur capital. Donc ça peut être des propriétaires d'entreprises, mais ça peut aussi être des gens qui sont un peu propriétaires terriens ou qui ont un revenu un peu plus haut et qui ont acheté, je sais pas, des locatifs, des trucs comme ça. Et puis de haut en bas, on a tout en haut les gens qui sont tout en haut de la hiérarchie sociale, on va dire, dans les rapports de production, notamment des gens qui sont plus diplômés, qui ont plus de capacité à donner des ordres aux gens. Et en bas, c'est des gens qui sont plus subordonnés, des gens qui vont avoir moins de poids dans les décisions, qui vont avoir souvent moins de diplômes et des choses comme ça. Et donc là, on a la répartition des professions et catégories socio-professionnelles de l'INSEE dans la classification de 2003. Et donc, tout en haut à droite, vous avez par exemple les chefs d'entreprise, des gens qui ont beaucoup de pouvoir, donc qui sont tout en haut, beaucoup de pouvoir sur la société, de décision, et qui sont tout à droite aussi parce qu'ils ont beaucoup de capital. Tout en bas à gauche, on a les ouvriers non qualifiés, des gens qui ont peu de pouvoir, donc qui sont en bas et peu de capital. Et puis, vous allez avoir au centre les professions intermédiaires. En bas à droite, vous allez avoir les petits bourgeois, donc les commerçants, les artisans. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir sur la société, mais ils ont du capital parce qu'ils ont une entreprise. Et au contraire, ceux qui sont plutôt en haut, mais pas très à droite, c'est par exemple les professeurs d'université, les cadres de la fonction publique. Eux, ils n'ont pas beaucoup de capital. Par contre, ils ont du pouvoir décisionnaire sur la société. Et donc, du coup, l'idée, c'est que c'est des répartitions en termes de PCS qui nous permettent aussi nous de représenter un peu des différences de classe dans la société. Et ce qu'on fait après, et ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on analyse, alors on peut analyser plein de choses, mais on analyse notamment les votes des gens en regardant, tiens, tel candidat, est-ce que les gens qui votent pour lui sont plutôt composés, je sais pas, de 50% de cadres ou de 20% de cadres ? Est-ce qu'il y a 50% d'ouvriers ou 20% d'ouvriers ? Et donc du coup, selon où on va placer un candidat sur le graphique, ça voudra dire que s'il est plus en bas à gauche, c'est plutôt des gens qui ont un peu moins de capital et un peu moins de pouvoir qui votent pour lui. S'ils sont plus en haut à droite, ça veut dire que leur électeur moyen, il a plus de capital et plus de pouvoir, quoi. Donc on va vous montrer en 2002 l'électeur moyen de chacun des candidats. Allez voir la playlist sur le graphique, évidemment, si vous voulez connaître plus de tout ça. On a déjà parlé plein de fois, mais c'est super intéressant. C'est un outil qui est vraiment puissant. Donc ouais, comme tu l'as dit, le graphique de 2002, c'est quand même il y a 24 ans. J'avais 5 ans, moi. Il y a des gens... Moi, c'est la première élection que j'ai vraiment vécue. En plus, c'était Jean-Marie Le Pen au second tour, etc. Il y a des gens qui étaient pas nés, je pense, qui regardent la capsule aujourd'hui. Donc vraiment, regardez, ce qui est très intéressant, premier truc. Et les gens que je connais pas, tu vois. Alors que je connais quand même la politique, je sais pas qui c'est Saint-Josse, tu vois. Jean Saint-Josse, c'était chasse, pêche, nature et tradition. Ah ouais, Donc, tu sais que moi, étant d'une famille de chasseurs, je connais des gens très bien qui votent au premier tour chasse, pêche, nature et tradition, tu vois. Et pour moi, c'est pas le pire vote, tu vois. C'est pas un vote... C'est un peu comme le vote Lassalle, tu vois. C'est un vote de gars qui dit, moi, j'aime bien la chasse, j'aime bien la pêche. Bon, je vote pour chasse et pêche. Mais tu sais, t'aurais pu avoir un truc foot, basket et puis musique, tu vois. Et les gens se disent, j'aime bien le foot, le basket et la musique et je vote pour ça, tu vois. C'était à peu près l'histoire de Jean Saint-Josse. Voilà, donc Jean Saint-Josse... Très dans les retraités, tu vois, très dans les petits patrons et tout. Vraiment le king de tout ça, quoi. Pour moi, c'est un trot qui... non, mais c'est un trot. Il a déposé ce parti-là pour prendre 2% de voix à des gens qui voteraient fascistes sinon, tu vois. Ça. Tu te dis, comme ça, les gens votent chasse, pêche et tradition plutôt que de voter RN ou je sais pas quoi, tu vois. Et ce que je te dis, ce qui est fou, c'est vraiment... Le truc de 2002, c'est qu'il y a vraiment des candidats dans toutes les sciences. Il y en a 16. Et donc, t'as plein de petits trucs. C'est ça qui fait exploser. Et c'est ça qui nous fait dire...
qu'en fait on va se retrouver avec la même chose quand on voit ce qui se passe au centre et à droite, quoi. Voilà. Donc dans cet espace-là, on a des fous furieux libéraux. Le Milei français, avant tout le monde, Alain Madelin. Alain fucking Madelin, je sais pas si tu sais qui c'est. Si, c'est un putain de libéral. C'était un libéral libertarien, un espèce de. En plus, ancien Gudard, je vois vraiment le Milei, voilà. Il y a une avant pipeline. Milei. Voilà, c'est. Voilà. Un Bayrou, tu vois, un Bayrou 2002. T'as vu le Bayrou 2002 où il est? Tu verras, c'est intéressant. Le gars, c'est le candidat des grands patrons, quoi. C'est le candidat des grands patrons. Il commence à émerger à ce moment-là. On le connaît pas trop à l'époque. Il a son bus au colza. Je sais pas si tu sais. Si, je me souviens de ça. Ah oui, dans les guignols de l'info, il y avait le bus au colza de Bayrou. Ouais. C'est ça. Donc on fait un peu de l'histoire. C'est vraiment le Bayrou de l'époque, vraiment le candidat cadre. Tu vois, genre. Et ça, c'est vraiment le pré-macronisme. On est 15 ans avant Macron, il a inventé le macronisme avant Macron, le côté c'est un truc de cadre, alors là il était plus à droite, Macron était quand même un peu plus centre-gauche, mais c'était vraiment la politique, les clivages, c'est bidon, on a besoin de gens qui ont des connaissances dans la société civile, enfin tu vois toutes ces conneries là. Dans le genre délire société civile, on a une verte, Corinne Lepage. Ah donc Corinne Lepage c'était une verte de droite, centre droit pareil, donc commence à y avoir l'écologie, tu sais, qui devient une idéologie un peu conservatrice, voilà, pour bourgeois. Et pas très loin on a Christine Boutin. Donc Christine Boutin en 2002 qui est déjà très à droite et qui sera très connue 10 ans après contre le mariage pour tous, enfin vraiment la droite tradi, catho, voilà, c'est voilà Christine. Je pense que si tu fais une fusion entre Christine Boutin et Lepage, t'as une vision de l'enfer pour Zoé, tu sais. C'est ça. Mi-tradi, réac, mi-écolo. Mais en fait, t'as les idées de Christine Boutin avec le mode de production de Corinne Lepage, l'écologie de droite, quoi. C'est vraiment l'horreur, quoi. Et donc, on a aussi Christiane Taubira. Elle est en position, c'est trop drôle parce qu'elle est tout en haut, donc c'est des gens qui se croient des clercs et tout, qui n'ont pas forcément plus de capital que ça. C'est la position de la primaire populaire. C'est-à-dire que la meuf, elle est en 2002, elle est déjà dans la position des votants de la primaire populaire, tu vois. Elle a pas bougé. Voilà, l'espace, tu sais, c'est l'espace qu'on connaît après, qui est de Hamon, Jadot. Ah, c'est les gens qui disent ah non, mais c'est super important de voter. J'ai voté Christiane Taubira parce que c'est une femme noire et on n'a jamais eu de femme noire présidente. C'est vraiment ça, je pense. Tu vois, les gens qui votent à la primaire populaire. Et à l'époque, tu sais, c'était vraiment. Faut que ce soit une femme noire, mais faut pas qu'elle soit vraiment antiraciste parce que sinon, ce serait vraiment très grave, quoi. C'est ça. Tu vois. Et à l'époque, ce serait l'islamisme. Ce serait le pire du pire. Et tu vois, on a donc ensuite Chevènement. Jean-Pierre Chevènement qui est un peu le Éric Zemmour de 2002, tu vois, enfin à gauche quoi. On verra qui va jouer ce rôle-là en 2027 dans la projection. Mais c'est vraiment le gars qui était annoncé genre, ça va être lui, le troisième homme, tu vois. En fait, pas du tout. Il s'est ramassé un score ridicule, tu vois, autour de 6%. Voilà. Ensuite, on a eu Noël Mamère. Donc, ça, c'est vraiment le vote vert. Alors, tu vois, normalement, le vote vert, il est au milieu comme ça. Mais là, comme t'as plus les gens un peu plus. Attends, parce qu'il y a deux écolos à l'époque, Lepage et Mamère. Mamère, il est pour ELV et Lepage, il est pour qui ? À l'époque, il est pour le parti, il est vert. Voilà. Lepage, c'est ce COP21. C'était son parti. Voilà. C'est pour te dire le chantier que c'était. Voilà, donc il y avait Corinne Lepage. Il y avait Daniel Gluckstein, donc le POI, à l'époque c'était le PT, le Parti des Travailleurs. Alors lui il est là parce que c'est que des profs. Hein. Ça c'est des, tu vois, c'est vraiment ça c'est les profs titulaires de français et de sciences physiques qui sont là, tu vois. Tu sais, c'est à l'algorithme trotskiste. Prof, oui, non. Si t'as oui, c'est. C'est ça. POI. Tu vois, exactement. Et là, tu vois, un peu plus ouvrier, Arlette Laguillet, qui a capté beaucoup plus en bas à gauche, tu vois, dans le genre trotte Hello, voilà, qui avait fait un très bon score, Arlette, plus de 5%. On avait notre Besancenot, tout proche de Lionel Jospin, donc tu vois, c'est dans l'arc trotskiste. Jospin revient à ses premières amours, tu vois, il est dans l'arc trotte, donc t'imagines à quel point tous ces gens-là, on le voit bien dans le graphique, à quel point tous ces gens-là lui ont piqué. Vous voyez, il est dans cet espace-là, l'ami Jospin, et il est entouré de mecs qui lui piquent des voix. C'est trop drôle, on croirait, tu sais, une planète avec ses lunes autour de lui qui lui tournent autour et prennent des voix, tu sais. C'est une attraction autour de lui. C'est pour ça qu'en fait, et il est pas passé, parce qu'en fait, regardez, dans son espace, il y a plein de gens, Besancenot, Robert-Hue, donc Robert-Hue le PCF, Laguillet, Gluckstein, Taubira, Chevènement, tout ça, c'est des gens qui lui prennent des voix. En fait, quand vous êtes dans les axes idéologiques, dans les axes problématiques du graphique, être dans le même espace du graphique, c'est une situation matérielle, ce n'est pas une situation idéologique. Ça veut dire que vous avez les mêmes rapports matériels au monde et donc les mêmes problèmes à résoudre. Voilà, qui elle est pas dans le même, elle est vraiment à gauche de lui quand même, elle est vraiment elle est un plus peu ouvrière que lui. Hein. Un peu plus, mais du coup comme. D'ailleurs, elle est dans cette juste débat parallèle, fallait voter Laguillet. Je pense que j'aurais voté Laguillet moi là-dedans. Beaucoup l'ont fait, c'est ce que. T'as pas envie de voter Robert-Hue quoi. Hein. C'est ça.
Non, personne n'avait envie, non. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans le même espace, à peu près, bah, vous avez les mêmes problèmes. Tu vois, ici, tu vois, l'espace Bayrou-Madelin, c'est pas les gens qui se posent les mêmes problèmes que celui-ci. Tu vois, pareil pour Maigret-Le Pen, on va en parler après, l'espace Maigret-Le Pen-Saint-Josse, quoi, tu vois. Mais c'est là, on voit quand même que le graphique, c'est un putain d'outil, parce que tu vois que Maigret et Le Pen qui viennent de se séparer, ils sont dans le même espace. Tu vois. Exactement. Tu vois, ils portent la même idéologie, dans le même espace, et c'est hyper intéressant quand même. C'est ça. Et Chirac, il est fort parce qu'en fait, il n'y a personne autour de lui. Tu vois. Exactement. Et donc, on finit là-dessus. Donc, ils sont dans le même espace de gauche, de gens voilà, qui ont le même problème. Donc, ils se partagent des voix. Et donc, pareil pour l'extrême droite, qui est tu vois, très bas, retraités ouvriers, blancs, voilà, donc qui ont les mêmes problèmes et donc qui ont les mêmes débouchés politiques. Et il y a, pour des retraités en crise, ouvriers blancs, bah, il n'y a que les pactes racistes, tu vois. Là, il peut y avoir d'autres clivages parce qu'il y a plus de possibilités idéologiques. Là, c'est que des riches, donc il n'y a que des débouchés de riches. Entre les deux, on a des fanfarons, tu vois, parce que eux, les gens qui sont très centraux, ils peuvent un petit peu attirer, ça veut dire qu'ils attirent un peu partout. Et comme tu dis, Chirac, bah, lui, il est premier au final. On aura donc Chirac premier, Le Pen deuxième et Jospin, tu vois, mais vraiment dans un mouchage. Mais Chirac, lui, il est tout seul dans son espace. Il est dans l'espace des agriculteurs, petits patrons, petits bourgeois et un peu cadres. Vraiment un espace de droite, pas gros, hein. 19%. Chirac, faut se rappeler, hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire. 4 fois, il s'est présenté à l'élection présidentielle. Il n'a jamais fait plus de 20% à l'élection présidentielle. Ça, c'est assez incroyable, parce qu'il a toujours été dans des configs avec des divisions. On a l'impression que c'est quelqu'un de populaire, mais il n'a jamais tapé 20% à l'élection présidentielle. Dans cette config-là, il fait 20%. Donc là, tu vois l'éclatement de la gauche. Oui, mais c'est justement, il est populaire, et je pense qu'il est fort au deuxième tour, tu vois. Ah bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est pour ça que pas faire un gros score au premier tour veut pas dire, tu vois, t'es dans un espace cohérent. Voilà. Donc, bah, le pauvre Jospin, avec toute cette galaxie autour, tu vois, Le Pen, bon, il a perdu un peu avec Maigret, il a perdu un peu avec Saint-Josse. Dernier truc ici, l'abstention. Ah oui, j'avais pas vu Saint-Josse. Quand je te disais que Saint-Josse, il pique des voix fascistes, c'est vrai en fait, il est vraiment là, tu vois. Un peu à Chirac, tu vois, un peu entre les deux, là, tu vois, sur un axe. Donc là, on a un espace vraiment éclaté. Dernier truc, l'abstention 2022, énorme, presque 28% d'abstention, plus de 28% d'abstention, et une abstention extrêmement centrale. Ça veut dire tout le monde est dégoûté de la politique, quoi. Tout le monde à piscine le 21 avril 2002. Voilà. Et c'est quelque chose qui sera assez important. Parce que pour ceux qui ont vu d'autres vidéos, et je vous invite à les regarder sur le graphique, il y a par exemple aux élections européennes, l'abstention elle est quasiment sur Manon Aubry. C'est-à-dire que Manon Aubry, même si elle a fait sortir des gens de l'abstention, les gens qui votent France Insoumise vont pas forcément aller voter aux élections européennes. Ce qui fait du coup qu'après on se dit la France Insoumise s'est effondrée, machin. Bon, elle fait 9,8%, je crois, Manon Aubry, un truc comme ça. Ouais, elle fait presque 10, 9. Elle fait 3% de plus que 5 ans auparavant, donc c'est déjà mieux. Mais quand même, Mélenchon, il fait, lui, 22%. Donc il fait sortir des gens de l'abstention, et donc l'abstention s'éloigne de lui. Quand vous êtes loin de l'abstention, ça veut dire que vous avez mobilisé vos électeurs. Sur le graphique. D'ailleurs, on voit que Bayrou et Madelin sont très loin de l'abstention parce que les classes supérieures votent beaucoup. Quand vous êtes proche de l'abstention, bah, c'est que, en fait, vous n'avez pas forcément réussi à mobiliser vos électeurs et qui sont dans l'abstention, quoi. C'est ça, exactement. Tendanciellement, évidemment. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans cette config-là, c'est qu'il faut comprendre que ce dispositif a amené Jean-Marie Le Pen au second tour et a créé un choc qui a remoïsé les gens ensuite, parce que les gens se sont remis dans les partis droite-gauche à cause de l'abstention, etc. Et cet effet choc a empêché la moïsation très tôt. Et on va voir, je vais vous montrer maintenant 2012. Donc là, on arrive en 2012. Je vous ai mis les candidats principaux, je vous ai pas mis l'abstention, mais qui est plutôt par là. Hein, on le verra dans les prochaines. Voilà. Mais c'est vraiment le dernier moment pré-moïsation où on a un deuxième tour avec l'UMP, LPS, Sarkozy et Hollande. Et tu vois, il reste qu'un espace où les gens sont concurrentiels, donc Sarkozy, Hollande, mais c'est vraiment l'espace des cadres, les gens qui votent beaucoup. Et là, les outsiders, c'est impressionnant quand même, les outsiders de la prochaine période non-moïsation, là vous avez l'ancien monde, vous voyez, entre les deux la moïsation, la confusion, et puis vous avez le nouveau monde qui tarde à apparaître, c'est-à-dire eux contre nous, Mélenchon contre Le Pen, l'AFI contre le RN, quoi, voilà. Et c'est fou parce qu'on comprend bien du coup la politique populiste de Mélenchon et de Le Pen, parce qu'en fait eux ils sont dans les classes populaires et les autres sont dans les élites, en gros les classes, les cadres, les entrepreneurs, les bourgeois et tout. Et donc ils disent vraiment, enfin. Nous, on lutte contre Hollande et Sarkozy et leur monde, et ce monde des élites qui profitent qu'aux élites, tu vois. Et on comprend très bien que quand t'es en bas à gauche, c'est ce que tu vois. Tu vois que des gens se partagent le pouvoir en faisant genre, moi je suis de droite, moi je suis de gauche, mais en réalité, ils font le jeu des cadres et des bourgeois. Exactement. Là, tu vois vraiment le clivage au bas.
Voilà, il est diagonal parce que c'est sur diagonale qu'on voit le rapport de classe sur le graphique, mais on voit vraiment le rapport où Hollande-Sarkozy apparaissent comme le monde d'en haut, tu vois, avec un Bayrou qui revient beaucoup plus central, qui est en train d'annoncer la macronisation. C'est intéressant qu'ils s'alignent. T'as vu, tu te rappelles, ils n'étaient pas du tout alignés en 2002, je te le remets. Ils n'étaient pas du tout alignés, Jospin et Bayrou, c'était très loin. Mais Bayrou en train de se regauchiser avec son modem et il se rapproche de Hollande et il annonce justement, après cette période-là, une porosité entre Hollande et Bayrou et donc ça va créer l'espace Macron, quoi. Donc, oui, parce que quand t'as des petites planètes à côté de la grosse, là, quand t'as des lunes, c'est soit qu'ils viennent de se séparer, soit qu'ils sont en train de refusionner, quoi. Exactement, voilà. Et là, il y a Eva Joly, voilà, les verts, ça c'est leur espace, hein. Ça de tout temps, à tout moment, ça bouge pas, c'est vraiment très central. En vrai, je trouve ça vraiment formidable comme représentation, hein. On se représente beaucoup mieux les votes comme ça, hein. C'est visuel. Ben c'est ça, et en plus on se représente pas, tu sais, des trucs genre, t'as un espace, c'est pour ça que j'ai créé le graphique, c'est parce que j'aime pas du tout les espaces idéologiques où tu vas mettre Hollande et Mélenchon genre à gauche et Le Pen et Sarkozy. Là on voit que c'est des espaces matériels et que le prolétariat se divise entre Marine Le Pen et Mélenchon et les cadres et classes supérieures se divisent entre Sarkozy et Hollande, toi, c'est vraiment clé, quoi. Et bien maintenant on va aller à la prophétie, la dernière. Let's go, j'ai trop hâte. Ah bah là, tu vas voir celle qu'on avait fait et on ira à la fin, la prophétie déstabilisée par François Hollande. Voilà. Alors voilà la prophétie annoncée il y a 1 an, avant la déviation dans le multivers du graphique. Et donc, c'est vraiment 2027, une projection 2027. C'est intéressant parce que tu vois, on voit ici, dans les dieux diagonales, l'espace, c'est un espace de droite et un espace de gauche. Tu vois, avec malgré tout une répartition en termes de division de classe, mais c'est exactement ce qu'on voit à chaque fois. Bon, Roussel fait tellement n'importe quoi qu'il se perd un peu dans le gauche et droite, mais on voit le même espace. On voit un Boris Vallaud qui est en train de reprendre vraiment la place d'un Jospin 2002. Tu vois, c'est vraiment le même espace. On voit entre Hollande et Jospin. Ouais, voilà, tu vois. On voit Édouard Philippe qui revient au... Maintenant maintenant qu'il est complètement démonétisé et qu'il a tapé sur Macron au service en disant faut qu'il démissionne pour sauver les finances, comme les rapports de grands financiers. Il revient à l'espace Bayrou 2002, c'est-à-dire vraiment l'espace de grand patronat. Un Retailleau. Moi, j'ai rien inventé. Ça, on l'a fait avant, tu vois, je veux dire. Et le type, il revient au niveau de Milei. Et on a fait cette prophétie avant qu'il fasse ses trucs de tronçonneuse et tout. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Il revient au niveau de Milei et un Dominique Villepin qui revient au niveau de Macron plus petit, en fait. Ouais, Macron, pas loin, mais aussi plutôt, tu vois, d'un chevènement aussi de 2002. Oui. Tu vois, si on regarde, voilà, c'est aussi ça. Et là, on a un Mélenchon beaucoup plus central, qui a un risque, effectivement, de prendre des voix sur la gauche de gauche. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit très fort. Et on a ici la même chose que Le Pen 2002. Là, on a mis Marine Le Pen. Bardella. Parce qu'en fait, ils sont dans cet espace-là. Et on a, ce qui est très intéressant, un vide à droite ici. Et en fait, on a des grosses concentrations où les droites se divisent. Et ce qui va se passer là, c'est que ce vide qui est en train de se créer, Villepin, Retailleau, Philippe, ici, il y a tout cet espace-là, en fait, on va avoir des gens qui vont venir vouloir se choper ici, entre Le Pen, entre Retailleau, entre Édouard Philippe, et c'est là où on va avoir justement cette explosion-là qui va ressembler à ce qu'on avait à 2002, une explosion beaucoup plus importante ici. Alors nous, on a mis 3 trotskistes, il n'y en aura peut-être pas ici, mais là, en fait, on voit que ici, ça va se recomposer, et donc, ce qu'on peut projeter, et on va voir les scores, c'est de dire... Maintenant que tu es un expert, ici en fait il y a trop d'espace, donc ça va se diviser à droite, donc on va avoir plus de candidats de droite que notre prophétie, et là comme tu dis, dans cet espace-là idéologique de nous sommes la gauche, mais pas trop, on est plutôt la gauche anti-Mélenchon, et on veut surtout pas le bordel, les extrêmes et tout, et ben en fait... Ici va se créer un espace de gauche, comme l'espace Chirac qui s'était créé en 2002, qui va fusionner tout ça. Et ici, notre Boris Vallaud va disparaître au profit d'un François Hollande qui peut monter, et justement capter pas simplement les noisettes ou des gens de gauche. Et voilà, exactement. Il peut capter... monter en haut à droite un peu, ouais. Exactement, il peut capter même beaucoup plus l'espace central et apparaître comme le candidat de la raison face au candidat ici des 2 extrêmes, tu vois. Et donc, capter tout cet espace-là, polariser tout cet espace-là, un Villepin qui sera très bas. Là, ici, ça va s'exploser. Et donc, je vais te donner maintenant le résultat. Attends, moi, j'ai juste une critique sur la prophétie qu'on avait faite. Je trouve que l'abstention est trop en bas à droite. Là, dans cette prophétie, on a l'impression que
limite les retraités votent moins que les non-retraités, ce qui n'arrive jamais en fait. Tu vois. Il faudrait vraiment qu'il y ait une surmobilisation du peuple de gauche et du peuple moins, Bah là, ce qu'on moins avait en mis, bas à c'est droite ça. du graphique. Ce Tu vois. qu'on avait mis, c'est qu'on avait mis une surmobilisation. Moi, je Il faut pense vraiment que... une dynamique. Là c'est vraiment, il y a une dynamique de fou. Après, c'est normal, c'est Moi, la je pense prophétie. que si Jean-Luc Mélenchon, voilà, c'est qu'on aura rabattu l'abstention là-bas. Et justement, pourquoi je le dis, c'est pas simplement par volonté. C'est qu'en fait, comme les deux pôles les plus puissants sont historiquement les deux pôles les plus ancrés dans le prolétariat. Oui, excusez-moi, ça a frisé. Le changement de polarisation de l'abstention, c'est vraiment une abstention conditionnée par, de fait, les gens qui vont avoir l'impression d'avoir les deux pôles dits extrêmes par le bloc central, capables d'être au second tour. Et donc, comme ces blocs-là sont historiquement portés par beaucoup de classes populaires, ça va surmobiliser favorablement les classes populaires. À côté de ça, on va avoir le bloc central qui va s'éparpiller, et il est fort probable que beaucoup de gens du bloc central qui votent pour le bloc central, eux, se mobilisent peut-être un peu moins parce qu'ils auront difficulté à trouver leur candidat au centre, qui était avant incarné par Macron, et difficulté à se positionner sur des candidats extrêmes. Donc ça se déplace. Et ça se déplace sûrement sur des retraités qui, eux, vont rester en bas. Voilà. Donc on a un déplacement de l'abstention de la gauche vers la droite, parce qu'on a des classes qui historiquement votaient peu, qui vont voter beaucoup, et des classes qui historiquement votaient beaucoup vont peut-être voter un peu moins. Et voilà maintenant, apparition de la nouvelle prophétie, les résultats du premier tour de 2027. Je suis choc-barre. Le fameux 2002 à l'envers, complet. Non plus deux candidats de droite, un radical, un extrême contre le standard, mais deux candidats de gauche, un extrême contre le standard. Et le candidat de droite que tout le monde annonçait comme Jospin en 2002, sûr d'être au second tour, troisième Jordan Bardella, qui a fait une campagne catastrophique, qui a été sacrifié par Marine Le Pen, par Chenu, à quel point que Sarah Knafo a cru qu'elle pouvait le doubler, donc elle s'est finalement présentée. Laurent Wauquiez s'est présenté, Bruno Retailleau s'est présenté, Édouard Philippe s'est présenté, et donc c'est vraiment l'explosion, exactement comme la même chose. Il y avait ma mère, il y avait Lepage, il y avait machin, il y avait Taubira. Voilà, tout le monde a croqué sur Bardella. Bardella est passé pour un inconsistant de A à Z pendant la campagne. Une fois qu'il a pris le rôle de Marine Le Pen à partir du mois de juillet, quand on a su qu'elle pouvait pas se présenter, il a été catastrophique. Chenu, Tanguy, qui ne veulent pas que ce gars-là prenne la main, l'ont massacré de A à Z. Ils l'ont saboté comme une Ségolène Royal en 2007, saboté par les gens de son parti. Attends. Ce que tu dis pas sur la prophétie, c'est que là, c'est que Marine Le Pen a été condamnée. C'est ça qui change tout. C'est pas que Hollande. C'est aussi que c'est Bardella. Parce que Marine Le Pen, elle passe au second tour. Bardella, il perd les classes populaires, mais il n'arrive pas à gagner les classes supérieures assez pour se qualifier. Exactement, et il est sacrifié comme Ségolène Royal, les mecs veulent le tuer, il est minimisé, et là, en fait, Mélenchon, regarde, tu vois, j'ai pas mis les scores, mais je vous les donne, Mélenchon fait 21%, il arrive à capitaliser, les noisettes se sont explosées, Tondelier, voilà, il n'existe pas, Ruffin a fait son move catastrophique d'y aller quand même, c'est tellement la catastrophe à droite que Philippe, Retailleau, Wauquiez, Knafo gagnent des points sur Bardella. Et François Hollande, en arrivant, en disant « Moi, je suis là contre les extrêmes, contre Bardella et Mélenchon. » Voilà, tu vois, hop, il gagne, il grappille sur les noisettes, En face, Bardella se fait exploser par la droite. Lui, il grappille. Et à la dernière minute, on annonce Mélenchon-Bardella depuis, on l'a vu tout à l'heure au début de la capsule, depuis des années. Les premiers ont été la patte du team, et le mulet, François fucking Hollande, arrive à grappiller, et stupeur, au soir du premier tour 2027, on voit arriver François Hollande derrière Jean-Luc Mélenchon, et il faudra au deuxième tour choisir entre Hollande, c'est-à-dire le successeur du père de Macron. Voilà, on aura eu Hollande qui sera en fait le Poutine, voilà, de l'histoire française. Macron n'aura été que le Medvedev de Hollande, voilà. Et donc ce sera un personnage secondaire. Hollande qui va continuer le bloc bourgeois voulu par Macron, ou Mélenchon, la rupture définitive. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on va avoir un vrai sujet, c'est que les gens vont dire oui, mais tout le monde va voter pour Hollande. Et ben c'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une crise absolue. Et là,
où en 2002, les gens se disaient, quand ils votaient fasciste par protestation, comme Le Pen se disait au deuxième tour, ah merde, j'ai peut-être fait une connerie, tu vois, la crise n'était pas assez avancée, je vais faire gaffe. Et ben là, on pourrait avoir l'inverse. On pourrait avoir des gens qui se disent, parce que les sondages seront trafiqués en 2027, comme ils le seront toujours, même si on va les débunker avec le graphique, on pourrait avoir des gens qui votent François Hollande en se disant, de toute façon, Mélenchon pourra pas y arriver, ou ce sera pas possible, ou voilà, et qui se disent, ah mais maintenant j'ai voté Hollande au premier tour, mais en fait... Peut-être que le SMIC c'est possible, peut-être que les 32 heures c'est possible, peut-être que la 6ème c'est possible, et tous les gens qui auront voté Bardella, toutes ces classes ouvrières là qui auront voté, eux est-ce qu'ils vont revoter Hollande ? Non, eux ils auront justement l'objet de se dire, mais en fait peut-être que le racisme, je pourrais m'en débarrasser, peut-être que finalement le moyen de l'égalité, le moyen de plus de droits, le moyen de partager, le moyen de s'en prendre aux riches plutôt que de s'en prendre à mon collègue immigré ou à mon collègue racisé, à ses enfants trans, etc. Peut-être que l'égalité, là enfin, la République, les valeurs, égalité, fraternité, peut-être que ça existe encore, et ça existe grâce à un grand républicain, depuis toujours, Jean-Luc Mélenchon, contre le bloc bourgeois, contre la trahison absolue, contre les gens qui ont tout trahi, tout vendu, tout sacrifié, le PS de François Hollande, ce bloc central, et là on a la rupture égalitaire contre le bloc bourgeois incarné par François Hollande au deuxième tour, le choix de la République sociale contre le choix de la trahison du capital. Voilà. De toute façon, une chose est sûre, c'est que Bardella, Retailleau, Knafo ne peuvent pas appeler à voter Hollande. Ils peuvent dire je ne voterai pas la France insoumise, mais je vois pas comment ils peuvent dans leur position appeler à voter François Hollande. Tu vois, donc c'est sûr que ça fera pas du 82-18. Après, ça m'étonnerait que ce soit facile de passer pour Mélenchon, mais on peut espérer quelque chose parce qu'Hollande, il a quand même pas l'image du siècle non plus. Hein. On veut nous faire croire ça dans les médias ou même dans les nouveaux médias numériques. J'allais dire dans les médias traditionnels, mais même sur Backseat, on essaie de nous le vendre. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dégoûtés de François Hollande. Hein. Et il est détesté, et dans les classes populaires, et donc toutes les classes populaires pourront se retrouver derrière un Mélenchon, parce qu'Hollande n'aura pas en plus l'occasion d'être un personnage nouveau pour incarner justement le barrage comme l'était Macron en 2017. Donc voilà, panique dans les prophéties, le 2002 qu'on promet, et d'ailleurs tout nous indique, c'est classé à l'extrême, la diabolisation intensive, ne va pas être eux contre nous, Mélenchon contre le RN. Pas tout de suite, ce sera bien pire, ce sera encore plus profond, ça va être le duel absolu. 30 ans après le congrès de Brest, 30 ans après la première trahison de Hollande contre Mélenchon, deux hommes qui se détestent depuis 30 ans vont s'affronter au deuxième tour de l'élection présidentielle pour le destin des Français. Voilà. Bon énorme banger, je ne sais pas laquelle des prophéties sera vraie, moi je crois plus à celle-là parce que je suis un François Hollande zouze, et puis parce que les noisettes sont en train de mourir aussi et que Bardella n'a pas la même position que Marine Le Pen. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à aller voir la campagne Plus Jamais PS, la vidéo de la campagne Plus Jamais PS avec Saïd Bouamama, Stefano Palomarini, Nicolas Da Silva, d'où l'importance de cette campagne. Nous on sait quand même ça depuis longtemps que le PS ne va pas faire 2% comme disent les gens qui ne comprennent rien à l'électoralisme, on va dire, mais va faire un bon score. Et donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur la chaîne On ne veut plus, et notamment vous abonner à cette chaîne On ne veut plus parce que demain sort une vidéo. Il y a un teaser qui est sorti sur les réseaux, vous pouvez peut-être aller voir ce que va être cette vidéo, mais en tout cas ça va être une vidéo exceptionnelle qui rentre dans le cadre de notre campagne Plus Jamais PS. Allez voir ça, abonnez-vous, partagez notre travail et le travail de l'association La Brèche, financez-nous sur Tipeee, et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. Et allez voir la playlist du graphique. C'est la lutte finale.